C'est une sortie qui n'a laissé personne indifférente. Le chef de l'État français a défendu la politique française en Afrique, une politique qui se veut offensive, mais qui aussi semble inquiète des poussées de la Turquie, de la Russie et de la Chine. Je pense qu'entre la France et l'Afrique, ça doit être une histoire d'amour, a dit Emmanuel Macron. Aussi a-t-il plaidé pour l'établissement d'une relation équitable et de véritables partenariats. Concrètement, certains chefs d'État en prennent pour le grade. C'est le cas de la Guinée, où le chef de l'État français estime la situation grave, tout en accusant Alpha Condé d'avoir modifié la Constitution uniquement pour se représenter. Pendant ce temps, il est compréhensif avec Alassane Ouattara, qu'il estime candidat par devoir, même si il lui demande de faire des gestes d'ouverture. L'Algérien Tebboune aussi a été félicité, tout comme le Rwandais Paul Kagame. Quelle lecture faire de la sortie du chef de l'État français? Pourquoi avoir choisi ce moment précis pour parler? Sommes-nous en face d'un positionnement à géométrie variable sur le continent? Que faire aujourd'hui pour que la paix revienne durablement dans les pays en proie au conflit? Propos de Macron sur l'Afrique, politique française à géométrie variable, c'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à chacun et bienvenue. À nos côtés aujourd'hui, Dieudonné Lokossou, bonjour. Bonjour. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous, Patrick Armand-Poyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Patrick Armand-Poyon, ma première question est pour vous. Une relation équitable entre l'Afrique et la France, est-ce que c'est possible selon vous? Ah oui, c'est possible, oui, mais pas lorsque le président français, qui gère avec beaucoup de dextérité son pays, qui communique avec beaucoup d'efficacité dans son pays, fait preuve d'autant d'impréparation, d'autant de légèreté. Lorsqu'il parle de l'Afrique, ça ne prédispose de rien. Il a choisi de renvoyer la Guinée dans le champ de la Turquie et de la Russie. C'est lui qui a choisi ça. C'est lui qui a fait une politique poussant Alpha Condé vers la Turquie, vers la Russie. Alors s'il continue de faire ainsi, ce n'est pas évident qu'il y ait une relation de proximité, d'amour entre l'Afrique et la France. Dieudonné Lokossou, pourquoi avoir choisi ce moment-là pour parler? Bon, mais ça c'est une question d'intérêt. Donc, il a profité de la situation qui prévaut en ce moment en Côte d'Ivoire pour donner son opinion. Mais pour moi, c'est là comme une grande maladresse. C'est maladroit selon vous? C'est maladroit. Parce que on a vu les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées, par exemple, en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a eu des morts d'hommes. On a détruit des matériels, on a brûlé des maisons, même la maison de l'opposant qui est en prison là. Pascal Affi-N'Guessan a été brûlée. Alors, il y a eu beaucoup de dommages. Donc, dans cette condition, une nation qui vit au quotidien la démocratie, son président ne peut pas se permettre le luxe de faire cette appréciation-là. Donc, c'est toujours l'impérialisme ou le néocolonialisme. Donc, moi, je crois que cette émission grave dans les affaires de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, ce n'est pas tolérable. Voilà qui est clair. Que dénote le timing de la sortie d'Emmanuel Macron, Patrick Armand-Poyon? Non, c'est à croire que le président ivoirien lui a fait du chantage. Moi, je ne comprends pas. C'est comme s'il est venu faire une conférence de presse impréparée pour répondre à une pression qu'il avait parce que ça n'a... En fait, son interview manque même de fil conducteur. Ça manque... C'est-à-dire que si nous associons même ça aux événements en Côte d'Ivoire, c'est même trop fait. C'est-à-dire qu'il faut que les chefs d'État français sachent que pour parler de l'Afrique, il faut s'informer sur l'Afrique. Il faut comprendre l'Afrique. Il a des services de renseignement, il a des ambassades. J'ai l'impression que tout cela,
j'ai l'impression que même le ministère des Affaires étrangères n'est pas informé même de l'interview. Parce que là, il a foutu la merde dans les relations France-Afrique. Et si c'est l'objectif, c'est foutre la merde et tout donner à la Turquie et à la Russie, là, il a réussi. Parce que là, je ne sais pas comment, par quelle magie, après avoir foutu autant de merde, je ne sais pas ce qu'il veut récupérer encore en Afrique. Donc ça, le discours manque totalement de fil conducteur. Ça manque totalement d'expertise, d'accompagnement. Et je connais le président français pour sa capacité à bien préparer ses dossiers quand il s'agit de la France. Vous savez, quand je l'ai écouté, c'est-à-dire, je n'arrive à me demander, est-ce que celui-là occupe la même fonction que François Mitterrand, qui parlait avec beaucoup de profondeur. Même Jacques Chirac, qui avait l'habitude de faire 2 poids mesures, le faisait avec beaucoup de délicatesse, avec un fil conducteur. Mais là, je ne veux même pas qu'on aille très vite dans la forme, dans le fond. Restons dans la forme. C'est une très mauvaise sortie pour lui, le président Macron, pour lui, pour la France. Et là, moi, je dis, il va falloir que nous-mêmes, Africains, nous protégeons l'Afrique de la Turquie et de la Russie parce qu'ils travaillent tous les jours à renvoyer des pays dans le camp de la Turquie et de la Russie. C'est ce qui s'est passé en Centrafrique, c'est ce qui s'est passé au Mali, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, ce n'est pas normal du tout que le président français vienne se mettre comme sur un ring pour se battre avec le président guinéen et embrasser le président ivoirien. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour lui-même, ce n'est pas bon pour la France, ce n'est pas bon pour l'Afrique. Voilà qui est clair. On sait que l'ex-puissance coloniale garde des relations, on va dire, de tout premier plan avec de nombreux pays sur le continent, notamment les pays francophones. Quelle lecture faire de l'offre? Il parle d'une histoire d'amour entre la France et l'Afrique. C'est lui-même qui se parle. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'il met dans l'histoire d'amour. Et la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts, ils le disent. Donc, moi, je crois que, à l'instar de mon vis-à-vis, il n'avait pas du tout à s'immiscer dans ces affaires-là. Il y a des régimes qui sont nés d'une manière irrégulière et pourtant il n'a pas pipé un seul mot. Donc moi je crois que cette façon cavalière de faire les choses, c'est chercher même à diviser le pays. Alors donc moi je ne pense pas qu'il puisse argumenter et chercher des gens, des boucs émissaires, alors que on sait que la France, même si comme ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts colossaux en Afrique, à travers l'Afrique. Donc, il ne fait que défendre ses intérêts auprès de celui qui peut l'écouter. Vous avez vu comment ils ont fait partie Gbagbo, c'est toujours la France qui est à la base. Et maintenant, une élection calamiteuse comme ça, on prétend que, bon, il avait déjà fait son dauphin qui est mort, mais le dauphin est mort, le parti n'est pas mort. Le parti a toujours des militants. Donc, il n'est pas le seul compétent au niveau de son parti. Donc, c'est une tricherie que le président Macron est en train d'avaler. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec son intervention là et il valide la fraude. Hein. On sait comment il a été élu et maintenant il demande un gouvernement d'union nationale. Non, quand un parti prend le pouvoir, il exerce et il a une opposition. Il va tricher et puis les opposants, ils croient qu'ils sont bouchés, bourrés, ils ne vont pas accepter cette formule-là. Il n'y a pas un gouvernement d'union nationale. Donc, moi je pense que le président Macron est assez brillant pour dire des choses comme ça. Il n'y a pas de meilleures élections à partir du moment où, que ce soit en Guinée ou en Côte d'Ivoire, il y a une tricherie. Hein? Donc moi je ne...
Je ne l'apprécie pas du tout par rapport à cette sortie-là médiatique. Alors, des dirigeants africains et des puissances étrangères comme la Russie ou la Turquie jouent sur le ressentiment post-colonial en Afrique francophone. Et c'est ce qu'il a dénoncé. De qui parle-t-il concrètement, selon vous, Patrick Amopoyon? Non, d'abord, il faut dire que le mépris avec lequel le président Macron a préparé cette interview n'est pas tolérable. La France, c'est-à-dire l'Afrique, est un grand continent. C'est un grand continent. La Russie, la Turquie, la Chine, ils connaissent la valeur de l'Afrique. Ce n'est pas les ressentiments coloniaux, non. Non, ce n'est pas ça du tout. Ils connaissent la valeur de l'Afrique. Ils ne parlent pas de l'Afrique avec mépris comme ça. Ils ne parlent pas de l'Afrique au brouillon. Ils ne parlent pas de l'Afrique au brouillon. Allez poser des questions sur l'Afrique à ces paysans-là. Ils vont vous parler de l'Afrique avec une ligne conductrice. Ils vont vous parler de l'Afrique avec un projet, un plan, une stratégie. Mais là, ce n'est pas du tout ça. J'ai l'impression que le président Macron a reçu un coup de fil. Il a dit à Jeune l'Afrique, bon, pourquoi? Je vais peut-être aider mon ami ivoirien. Venez, on va dire quelque chose. Et il a dit quelque chose. Donc, ne rentrez même pas dans la logique de compréhension. Il a dit quelque chose. Même les jeunes journalistes de Jeune Afrique disent qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Ils ne comprennent pas son intention. Où est passé le conseil présidentiel pour l'Afrique? Est-ce qu'ils ont été écoutés? Est-ce que Jean-Luc Aploga a été écouté pour qu'on puisse entendre ça? Non, non et non. Je crois que le président français doit regarder l'Afrique avec un peu plus de respect. Un peu plus de respect. Ce n'est pas ça, les coloniaux. Moi, je n'ai pas de relents coloniaux. Je n'ai pas de relents coloniaux aucun. Mais j'exige qu'on respecte l'Afrique parce qu'on traitera avec ceux qui vont respecter l'Afrique. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on laisse les champs libres à la Turquie, à la Russie, à la Chine. Mais si les autres ne nous respectent pas, on va traiter avec ceux qui nous respectent. Nous avons combattu le mépris avec lequel le président Donald Trump a parlé de l'Afrique pendant 4 ans. Résultat, il est en train de se chercher à contester les élections pires que les dictateurs africains. Mais je dis, si Macron pense qu'il peut parler de l'Afrique avec le même mépris, il va perdre le minimum de respect. Que vous avez vu le doyen Lokosu, qui était d'habitude cinglant vis-à-vis de lui, dire qu'il est trop compétent pour faire ça. Il n'a qu'à se prendre au sérieux. Ce n'est pas comme ça qu'on parle de l'Afrique. L'Afrique mérite du respect. Nous sommes un continent avec de grands intellectuels, un continent de culture, un continent de civilisation. Nous avons civilisé la France. Nous avons civilisé l'Europe. Alors qu'on ne nous traite pas comme des barbares, des ignorants, des gens qui ne comprennent rien. Non, on comprend beaucoup, on comprend tout. Et pour revenir à la Côte d'Ivoire, je voudrais que le président ivoirien ne tombe pas dans ce piège. Parce que oui, légalement aujourd'hui, il est le président. On ne peut pas empêcher ça. Mais légitimement, il sait qu'on ne devient pas président comme ça. Alors que la légalité rencontre la légitimité et qu'on travaille. Il parle de gouvernement d'union nationale. C'est comme ça qu'on fait en France. On organise des élections bâclées et puis on dit gouvernement d'union nationale. Non, l'Afrique a civilisé la France. C'est cette affaire de penser que les Africains sont moins que les Français, c'est une erreur. C'est une erreur grave. Nous avons civilisé la France. Donc à partir de 500, quand on parle de l'Afrique, on parle des civilisateurs. C'est nous les civilisateurs de la France, de l'Europe. Jusqu'en 1942, aucun Français n'a été à l'école. Alors qu'on cesse de nous faire croire qu'eux, ils sont intelligents et quand ils parlent de son pays, ils préparent son dossier, ils préparent son discours et ils parlent de l'Afrique comme si c'était un copie brouillon. C'est pas normal. Alors, même s'il ne dit pas vouloir, il dit ne pas vouloir donner de leçons, on sait qu'il en a quand même distribué quelques-unes. Il s'est penché sur les relations controversées des présidents ivoiriens Alassane Ouattara et guinéen Alpha Condé. Il estime que le président Ouattara s'est présenté par devoir. Ce sont exactement ses propos. Quelle est votre lecture? Enfin, je ne sais pas ce qu'il met dans devoir. Et la mort d'un individu ne signifie pas qu'il revienne sur une parole donnée. Il s'est dédié. Il a dit à plusieurs reprises, à plusieurs endroits, qu'il ne sera pas candidat, il doit passer la main aux jeunes. Tout à fait. Alors, donc... le président français l'a d'ailleurs salué à l'époque.
fortuitement, il y a eu un fait fortuit, inattendu, qui est arrivé, et puis bon, il se rebiffe. Ça, c'est pas du tout élégant. Donc, on ne peut pas voir toutes ces anomalies-là et venir féliciter. Il a attendu une semaine avant d'envoyer son message de félicitations. Et moi, je suis tous les soirs à la Côte d'Ivoire, qui a été lu, et puis les autres pays ont commencé par lui emboîter le pas. Alors, quand il parle de l'Algérien, il le félicite, il a vu que ce pouvoir-là, bien qu'il soit élu, il y a toujours des contestations. Tout à fait. Alors, mais pourquoi il ne parle pas des États-Unis en ce moment, ce qui se passe là? C'est Trump qui s'est trompé là, qui s'agite, qui dit qu'il ne va pas. Si ça arrive à ce niveau, il doit pouvoir se prononcer. Comme il sait que le maillon faible, c'est l'Afrique, bon, ben, il se permet l'autonomie de dire des choses qu'on ne doit pas dire. Un président ne doit pas dire ça. Donc, c'est... Enfin, j'ai comme l'impression que c'est là où ils trouvent leurs intérêts. C'est ça qui le pousse à apprécier, à distribuer des points. Bon, le Guinéen aussi a été mal élu. Et il ne peut pas... Les deux sont dans les modifications de constitution. Ils ont changé leur constitution. S'ils reprochent, ils ne reprochent rien à Alassane Ouattara, mais je ne vois pas pourquoi il va vilipender l'autre. Donc c'est les mêmes fautes. Il n'y a pas de faute mineure ici. C'est des fautes grandeur nature. Tout à fait. Donc moi je pense que le président, il est passé à côté. Positionnement à géométrie variable, Patrick Amopoyon? Oui, de toute façon, je crois que le directeur de campagne du président Alassane Ouattara n'aurait pas fait haute interview. C'est-à-dire qu'on a l'impression carrément que c'est le directeur de campagne du président Alassane Ouattara qui est venu faire interview. Donc, quand même, il y a une petite satisfaction quand le président français devient le chargé de mission d'un président africain. C'est vraiment bien. Ça montre que nous recommençons pas à dominer la France, pas à diriger la France. Parce que ça, c'est carrément les propos d'un directeur de campagne du RHDP. C'est ça. Il est sorti comme directeur de campagne du RHDP. Il n'aurait pas dit mieux. De toutes les façons, vous voyez, je suis assez critique par rapport à l'élection d'Alpha Condé, mais dans la bouche de Macron, c'est comme si Alpha Condé, c'est-à-dire qu'il est même en train de valoriser Alpha Condé en l'attaquant. Il oublie la sociologie de la Guinée. La Guinée supporte tout ce qui est anti-français. Alors, en faisant cette attaque, il est en train d'arranger le président Alpha Condé, qui va prendre prétexte que les autres sont des candidats de la France. Moi, je ne sais pas pourquoi ce brouillon qui nous a présenté. On travaille en Afrique à la paix, on travaille en Afrique à la sécurité, on travaille en Afrique à des élections de plus en plus organisées, alors que la France ne vienne pas foutre la merde en Afrique. Ça, on ne tolérera pas ça. Ce temps-là est révolu. Ce temps-là est du passé. Maintenant, pour dire, quand il parle, non, franchement, c'est cette affaire de 2 poids 2 mesures, c'est que vous êtes en train de penser qu'il a prémédité son discours. Il est venu s'amuser. Il est venu se distraire. Il est venu bavarder en griffe, excusez du peu. Donc, c'est pour dire que ça, là, c'est intolérable. Intolérable. C'est du mépris. C'est un manque de respect total à l'Afrique. Et ça, le président français doit faire une autre sortie pour corriger ça. Sinon, il est en train de porter de l'eau au moulin de ceux qu'il appelle sentiments anti-impérialistes, tout ça. C'est eux qui vont avoir voix à la parole. Sinon, franchement, c'est une mauvaise copie, c'est un brouillon. Il faut qu'il change ça, il faut qu'il revienne s'excuser. Il n'a pas à décider qui doit être candidat en Afrique. Et il n'y a pas de 3e mandat patriotique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de 3e mandat patriotique. Un 3e mandat aujourd'hui en Afrique est une provocation. Il demande des gestes d'ouverture à Alassane Ouattara. Selon vous, est-ce que ces gestes d'ouverture-là peuvent faire avancer les choses concrètement en Côte d'Ivoire? En fait, si M. Alassane Ouattara sait
reconnaît lui-même les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir et ne doit pas faire ce qu'il a fait là. Hein? Vous avez 2 mandats. Vous avez brûlé les 2 cartes. Et maintenant, il préteste d'un machin pour d'un événement malheureux pour dire, comme je l'ai dit tantôt, qu'il est encore candidat. On ne doit pas accepter ça. Ça là, il est élu dans des conditions contestables. Et puis, Guillaume Soro, qui est le faiseur du roi, c'est lui qui l'a fait, hein, à travers le bain de sang. Alors, aujourd'hui, le président Macron lui conteste le droit de critiquer, de dire ce qu'il pense de celui qu'il a mis là. C'est grâce à lui, n'eût été la volonté, la combativité et l'intelligence de ce monsieur, Soro, et monsieur Ouattara ne serait pas candidat aujourd'hui. Donc, le gouvernement d'union nationale, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Pourquoi lui, quand il a été élu, n'a pas mis Madame Le Pen dans son gouvernement? Alors, donc, c'est se moquer de l'Afrique. On pense toujours que les présidents africains sont des enfants à qui il faut imposer la conduite à tenir. Donc, et ça, vraiment, je ne sais pas d'où il a eu cette idée-là. Et il faut vraiment revoir les choses. Il ne s'agit pas le sentiment anti-français. Il faut séparer le peuple des chefs d'État. Hein? Donc, les gens, c'est malgré eux, ils sont venus exploiter l'Afrique pendant longtemps, piller nos ressources. Et aujourd'hui, on nous a donné une indépendance comme ça. Et depuis 60 ans, l'Afrique tâtonne. Et donc, moi, je ne vais pas applaudir un type comme M. Macron qui n'a que des propos colons. Il n'a pas oublié que ses parents sont venus nous exploiter ici, piller nos biens, et maintenant il faut négocier pour le retour de ces biens-là, mal acquis. Donc, je ne suis pas un homme à tricher avec ma conscience. Moi, je dis exactement ce que je pense. Et je ne suis pas président, je n'ai même pas cette ambition. Donc, c'est les Africains eux-mêmes qui doivent pouvoir se respecter. D'abord, quand les gens vont là-bas pleurnicher, dire des choses, mais la France ne peut que vous ridiculiser. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Alors, le président ivoirien Alassane Ouattara a proposé la reprise de discussion avec l'opposition. Henri Konan Bédié a rencontré le chef de l'État pour poser des préalables de l'opposition, mais visiblement, c'est resté sans suite. Qu'est-ce qui ralentit donc ces préalables-là, les demandes d'Henri Konan Bédié au nom de l'opposition ivoirienne? Patrick Abon. D'abord, le président Macron, c'est le discours du président Macron qui fait croire au régime actuel qu'on peut embastiller des gens et les emprisonner, les arrêter et tout ça. Et puis, il y aura, il y aura rien, quoi. Je crois que le président français sera personnellement, moralement et métaphysiquement responsable des prochains mois en Côte d'Ivoire parce qu'il est en train de créer les conditions de nouvelles violences et donc de nouveaux morts en Côte d'Ivoire. Il est important que le régime actuel en Côte d'Ivoire, c'est vrai, je suis de ceux qui pensent que l'opposition a fait une erreur stratégique grave en créant ce Conseil national de transition. Je crois que c'est une erreur stratégique grave. Mais juridiquement, quel est l'acte qui a été posé, signé par quelqu'un et tout, pour qu'on puisse dire qu'on veut les poursuivre pour ça? Moi, je ne sais pas. Donc, ils ont fait une erreur politique, mais ça n'a pas une incidence pénale. Fait une déclaration et dit nous avons un Conseil national de transition, je ne sais pas ce qu'il y a de pénal dedans qu'on est en train de chercher. Je crois qu'on ne peut pas demander au président Bédié de venir à une table de négociation en étant... ses collaborateurs sont arrêtés, hein, les opposants sont arrêtés. Et on dit viens négocier quoi?
Je crois que le président Alassane Ouattara a l'habitude de gagner du temps et ne rien concéder. Cette forme de négociation n'apporte que des morts. Il faut concéder des choses. C'est pas le gouvernement d'union nationale, c'est pas les opposants seulement qui réclament des choses. Une bonne partie des Ivoiriens se sentent frustrés. Des intellectuels ivoiriens se sentent frustrés. Est-ce que ceux-là vont trouver leur compte dans un gouvernement d'union nationale? Non. Il va falloir qu'on parle franc jeu. Et ça commence par la libération des personnes arrêtées. On peut les surveiller, mais il faut les libérer. Ils ont fait des erreurs, oui, mais il faut les libérer. On ne négocie pas comme ça. On ne peut pas négocier. C'est vrai que l'opposition a monté les enchères en disant les exilés doivent rentrer. Oui, on peut ne pas faire entrer les exilés en premier niveau de négociation, au premier niveau de négociation. Mais il faut d'abord détendre l'atmosphère. Nous sommes toujours en crise électorale. Les événements, les personnes arrêtées dans le cadre de la crise électorale doivent être libérées pour apaisement. Ça, le président Macron a oublié de dire ça à son ami. Donc, vraiment, il faut qu'on puisse faire preuve d'apaisement et que le président Macron ne veuille pas se mêler. Il ne sait pas comment on a travaillé à ce qu'il y ait moins de morts en Côte d'Ivoire. Alors qu'il ne vienne pas mettre de l'huile sur le feu et tout ça. Il faut que le président Alassane Ouattara comprenne que les négociations on perd le temps à l'opposition, ne concerne rien là. Il faut qu'on avance par rapport à ça. Il faut libérer les personnes arrêtées et après, on peut parler de tout et de rien. Mais d'abord, on ne peut pas leur demander de venir négocier. Les gens ont déjà commencé par traiter le président Bédié de traître. C'est ça qu'il veut? Non, il va falloir qu'il libère les gens et qu'il discute franc jeu. Pas de ce que l'opposition exige, mais pas aussi ce que le RHDP est en train de dire. Il faut qu'ils s'asseyent pour parler. C'est dans la discussion qu'on peut s'en sortir. Eux tous disent qu'ils sont des oufouettistes. Oufouette n'aurait jamais géré la Côte d'Ivoire comme ça. Oufouette n'aurait jamais géré cette situation comme ça. Alors, moi je pense que les opposants non, c'est par rapport à l'action qu'ils ont pu réagir comme ça en mettant en place le Conseil national de transition. Bon, ils n'ont pas encore pris les armes. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on encercle la maison des opposants. Ils sont dans leurs droits. Combien de réfugiés français il y a ici? Réfugiés politiques. Il y en a combien? Bon, les opposants qui sont réfugiés là-bas, bon, ils sont là, et les présidents africains aussi vont là-bas. Donc, ils n'ont qu'à libérer les gens, parce que 3000 morts au cours de la guerre qu'ils ont connue, et aujourd'hui, ça fait déjà une centaine, à peu près, 80 et quelques morts. Tout à fait. Et ce n'est pas encore fini. Tant qu'il ne va pas céder aux requêtes des opposants, la lutte continue, comme on le dit. Donc, je ne pense pas, moi, que la création les gens aient fait une erreur en faisant ça. Parce que lui-même, il est illégalement élu. Il ne peut pas se réclamer d'une légitimité. Donc, pour les opposants, la Côte d'Ivoire est sans président. Donc, la nature a horreur du vide. Il vaut mieux créer un conseil de transition pour occuper. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est même pas... on ne peut même pas les poursuivre pour ça. Un régime dictatorial, mais il faut une réponse vraiment adéquate. Et ils ont bien choisi le moment de faire chose là. Donc, le président Gbagbo est allé à La Haye, mais à la Cour pénale internationale, on ne lui reproche rien. Donc, il a le droit de revenir. Pourquoi on va le laisser? Non, ce n'est pas normal. Cette politique de faire exiler les opposants, on doit vraiment être contre ça. On ne doit pas encourager de tels actes, parce que la France n'a jamais de réfugiés politiques. C'est toujours les Africains qui sont de l'autre côté là-bas pour avoir la paix. Mais tu ne peux pas être loin de ton pays pour dire que tu vis bien. Donc les gens ont
pleinement raison de faire ce qu'ils ont fait là, pour montrer à Alassane Ouattara qui n'est pas le seul malin. Voilà. Alors, vendredi dernier, Henri Konan Bédié, le président du PDCI, a donc annoncé officiellement la suspension du dialogue tant que les cadres de l'opposition, toujours en prison, n'étaient pas libérés. Dans le cadre du dialogue, quelle doit être aujourd'hui la position de l'opposition, Patrick Amanpoyon? D'abord, les cadres du AHDP oublient que le président Henri Konan Bédié, il n'a besoin de rien. Il n'a besoin ni d'un poste de ministre, ni de l'argent de quelqu'un, ni rien. Alors, il n'a pas intérêt à aller faire une négociation qui va le salir. Il n'a pas intérêt à... C'est-à-dire, en fait, le bon sens, c'est simplement le bon sens qui voudrait qu'on libère les gens pour lui permettre d'avoir une légitimité pour négocier. C'est aussi simple que ça. Qu'on libère les gens pour lui donner une légitimité. Si vous avez écouté le porte-parole de Afin Guessan, le jour même où Bédié a rencontré Ouattara, il soupçonnait déjà Bédié de tout et rien. Donc c'est pour dire que non. C'est-à-dire que moi je ne sais pas pourquoi on ne peut pas créer les conditions de la paix. Hein? Je crois que le président Oufouette a suffisamment enseigné ces cadres-là pour leur dire la paix vaut mieux que tout. Et là, je ne sais pas pourquoi on veut toujours être au plus malin, être le plus malin, être celui qui est plus rusé que l'autre. Non. La Côte d'Ivoire est un grand pays et a besoin de grands dirigeants. Que les dirigeants ivoiriens soient grands et qu'on sème la paix. Je sais qu'il y a certains qui ne veulent pas la paix dans les deux camps. Mais il faut les isoler pour pouvoir faire la paix. Je crois une fois au Bénin, j'ai demandé au président Patrice Talon d'arrêter tous ceux qui parlent dans son camp pour mettre lui sur le feu, là, de les mettre en prison. Je crois que ça, j'ai dit ça, ça a calmé un peu le jeu parce que les gens ont eu peur effectivement d'être mis en prison. Parce que les collaborateurs du chef qui viennent mettre de l'huile sur le feu, qui parlent à toi et à travers, il faut les mettre eux-mêmes en prison pour que le chef même puisse entendre les bonnes voix. Dans tous les cas, on ne peut pas bâillonner un peuple, bâillonner une partie du peuple, bâillonner les opposants et leur demander de se taire. Si vous empêchez un homme politique, carrière envisagée politique, de vivre, il va vous pourrir la vie. Et donc, il est important qu'on sache que les autres ne vont jamais se calmer, jamais se taire, tant qu'on les bâillonne et on les empêche de faire ce pourquoi leur job c'est la politique. On doit leur permettre de faire la politique, sinon ils vont perturber le régime et c'est le pauvre peuple qui est en train de payer les conséquences. Voilà qui est clair. Autre demande des opposants ivoiriens, l'organisation d'un grand dialogue inclusif avec tous les leaders de l'opposition, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro ou encore Charles Blé Goudé. Est-ce que selon vous, techniquement, c'est possible? Bon, dans l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne, ils finiront toujours par s'asseoir autour d'une table. On ne peut pas mener une politique d'exclusion. Donc, moi, je trouve que il faut vraiment que les gens, après tout ce cafouillage-là, reviennent en eux-mêmes et puis discuter valablement. Le fait de prendre isolément Bédié, c'est encore un signe de division, diviser l'opposition. Donc, si à justice, l'autre réclame la libération de ses partisans, mais c'est normal, il ne peut pas aller seul s'asseoir pour discuter au nom d'un groupe. Moi, j'ai trouvé ça même maladroit. Qu'il y soit allé. Oui, qu'il y soit. Normalement, il devrait, les exigences qu'il a fini par poser avant-hier, là, il aurait dû le faire plus tôt. Quand il a appelé, il doit dire non, moi je ne peux pas venir seul. C'est un groupe d'opposition. Mais bon, alors, il est le président de la transition. Et bon, les gens ont créé leur truc, c'est pas encore dissous. Ils n'ont pas encore dit qu'ils ont dissous le mouvement. Il a laissé le président et va chercher les sous-fifres et pour les enfermer. Et puis, bon, en principe, il sait que s'il touche à un cheveu de l'autre, la Côte d'Ivoire va brûler. Il est toujours dans la ruse. Alors donc,
que les Blé-Goudé, bon, qui en réalité n'ont rien fait, qu'on puisse les admettre. Guillaume Soro, bon, il connaît, il sait que aujourd'hui, même s'il a appelé l'armée à se soulever, l'armée aujourd'hui ne peut pas se soulever. Donc, tout est dans la négociation. Donc, moi, je trouve que c'est la voie de la sagesse. Voilà. Patrick Abampoyon, c'est légitime d'appeler à une rencontre, à une cohésion, à des assises nationales autour de plusieurs personnalités dont certaines sont encore sous le coup de la loi. Laurent Gbagbo, condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Charles Blé-Goudé, condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. 20 ans. La conférence nationale au Bénin a sauvé qui? Mathieu Kérékou. Alors, si on fait intervenir tout cela dans une conférence nationale, c'est le président Alassane Ouattara qui sera sauvé. Donc, c'est lui qui a intérêt à ce que ça se passe comme ça. Parce que vous savez, l'opposition ivoirienne est à géométrie variable. Alors, s'il traite avec une opposition, il n'aura pas la paix. Hein. Il doit traiter avec tout le monde pour avoir la paix. En réalité, traiter avec tout le monde, organiser des assises nationales, c'est légitimer son troisième mandat. Donc, il a intérêt à le faire. En réalité, contrairement à ce que le doyen Lekoso a dit, moi j'ai ri parce que j'ai dit la rencontre Bédié-Ouattara est un piège pour les deux. Parce qu'en racontant Ouattara, Bédié valide le troisième mandat. Et Ouattara, en rencontrant Bédié, valide le président du Conseil national de transition. Donc, chacun a validé l'autre. Donc, c'est tactique. C'est de la légitimité que chacun a pris dans cette rencontre. Donc, en le rencontrant, on l'a rencontré en tant que qui? En tant que président du Conseil national de transition. Sinon, pourquoi c'est lui seul on rencontre? Ils ont dit président du PDC-IRDA. Non. Alassane Ouattara a dit qu'il rencontrait le président du PDC-IRDA. Oui, c'est ce qu'il a dit. En qualité de quoi? Donc, en réalité, c'est une légitimisation que chacun a fait implicitement. Maintenant, laissons la comédie, laissons les jets gagner parce que personne n'a gagné en Côte d'Ivoire. C'est la paix qui a été sauvegardée finalement. Que chacun mette de l'eau dans son verre, qu'on se retrouve dans un dialogue sincère et qu'on décide comment sortir la Côte d'Ivoire de ce trou. Oui, pour que les anciens présidents ne soient pas candidats. Oui, pour qu'une nouvelle génération prenne le pouvoir. Oui et tout, mais pas comme si c'est la famille Ouattara qui décide du sort de la Côte d'Ivoire. Il faut que les gens s'asseyent pour causer. Comme Gbagbo a l'habitude de le dire, asseyons-nous et parlons. Asseyons-nous et causons. Et ça, c'est une formule qui est philosophique, qui est sociologique à la Côte d'Ivoire. Il faut s'asseoir, parler, causer, pour trouver les voies et moyens de sortir de là. Que tous les va-t-en-guerre des deux camps soient mis en prison. C'est-à-dire que si on doit faire arrêter ceux qui bavardent trop dans l'opposition, on n'a qu'à faire arrêter aussi ceux qui bavardent trop dans la mouvance. Et là, la Côte d'Ivoire va s'asseoir, causer et trouver la paix. Alors, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, estime que l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Kibafoy-Soro, qui a donc appelé à l'insurrection depuis la France, n'a pas à créer le désordre. Je crois qu'il n'est plus en France pour en parler. Nous ne souhaitons pas qu'il mène des actions de déstabilisation depuis le sol français. Et quelle est votre lecture de cette sortie qui, quand même, on va dire, est un peu pointue sur Guillaume Soro? Non, moi je crois que lorsqu'il appelle à l'insurrection, c'est la rébellion. Donc c'est un habitué des faits. Et bon, aujourd'hui, le pouvoir, c'est pas à travers les urnes et non la rébellion, parce que ça va créer encore beaucoup de morts. Et on en a déjà eu 3000, dont on ne trouve pas les responsables, les auteurs. Et aujourd'hui, appeler à l'insurrection, c'est vraiment mal pensé. Voilà, il faut avoir quand même le patriotisme. Bon, à cause de la faute d'un individu, on ne peut pas inviter la population ou l'armée à se soulever. Donc, bon, cet appel n'a pas eu un écho. Donc, lui-même, il doit comprendre que la voie qu'il est en train de choisir là n'est pas la meilleure. La meilleure. Voilà.
Patrick Amampoyon, la lecture d'Emmanuel Macron sur Guillaume Soro, quel est votre sentiment? Est-ce que aujourd'hui, la France a clairement choisi son camp? D'abord, la France est un État de droit. Le président ne se prononce pas sur une question de droit. Donc, encore là, une erreur du président Macron. Il n'a pas à se prononcer sur une question de droit. L'acte posé par Guillaume Soro doit être traité au niveau de la justice et non pas le président sur des médias. Première chose. Deuxième chose, le président Alassane Ouattara a intérêt à réunir les gens pour parler, pour isoler Guillaume Soro et ses erreurs tout au long de cette stratégie. Je vous dis ceci. Vous savez, le président Bédié avait voulu aller à ces élections, mais il a été plombé par Guillaume Soro et le président Gbagbo qui n'ont pas voulu le soutenir. Or, il sait que s'il va seul, il ne pourra pas. Donc, à partir de cet instant, si le président Ouattara pense qu'il faut parler avec Bédié, il faut trouver des postes pour des gens de tel parti, il se trompe. Ce n'est pas comme ça. Il y a une disparité de l'opposition qui fait que tant que le président Alassane Ouattara reste dans cette posture, il donne l'opportunité à Guillaume Soro de chercher par tous les moyens comment déstabiliser le pays. Donc, il a intérêt à rendre Guillaume Soro inutile. Or là, il continue de donner à Guillaume Soro un discours. Le discours de Guillaume Soro trouve sa nourriture dans le comportement du régime en place en Côte d'Ivoire. Donc, il faut l'empêcher d'avoir une nourriture en faisant en sorte que les Ivoiriens se parlent, que les Ivoiriens discutent, que les Ivoiriens trouvent les voies et moyens pour sortir de là. Vous prenez même le FPI Gbagbo. Je ne parle même pas seulement des deux FCI, le FPI Gbagbo. Aujourd'hui, il y a le camp Gbagbo, soudé autour de Laurent Gbagbo. Il y a le camp Madame Gbagbo, Simone, qui peut aller au gouvernement même contre l'avis de son mari. Donc, ce n'est pas en divisant maintenant qu'il aura la paix. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, pour avoir la paix en Côte d'Ivoire, est incontournable. Henri Konan Bédié est incontournable. Au moins ces deux acteurs-là, s'il ne peut pas trouver la paix avec ces deux anciens présidents, alors il a choisi de laisser encore des Ivoiriens mourir. Obligation de trouver un consensus avec Laurent Gbagbo et l'ancien président Henri Konan Bédié, forcément, pour gouverner. Bon, pour le moment, pour moi, bon, on est dans des illusions. Les gens sont déjà épuisés physiquement. Alors, à 86 ans ou 87 ans, pourquoi, que cherche-t-il encore? Je vais parler de M. Bédié. Il n'a qu'à aller se reposer. On a dit 2 mandats. Bon, tu as déjà été président pendant ce chose-là et renversé. Quasiment 9 ans. Donc, moi, je ne vois pas. Même, il faut voir comment, quand ils se sont rencontrés là, comment les deux marchaient. On titube. Donc, moi, je pense que les gens sont fatigués. Ils n'ont qu'à laisser les jeunes, comme il a dit lui-même. Il aurait dû prendre un parmi ces gens-là. Blé Goudé, et Amadou Gon Koulibaly n'est pas le seul brillant, le seul cadre qui pouvait diriger le pays. Alors, donc si, après 5 ans maintenant, et il va encore prétendre se présenter, puisque c'est un nouveau mandat, une nouvelle constitution, ça donne encore droit à 2 billets. Alors, donc, il va mourir alors au pouvoir. Alors, donc moi je pense que Laurent Gbagbo et choses là, M. Bédié ne constituent pas forcément l'obstacle. Alors, donc les gens tuent les gens et on est dans l'impunité totale. Hein? Il y a 2 groupes qui se sont affrontés sur le terrain. C'est Gbagbo seul qui doit répondre parce que ça, c'est la volonté de la France. Et Gbagbo, on ne lui a rien trouvé pour répondre des actes de barbarie qui ont eu lieu sur le terrain. Et bon, maintenant, il est là-bas. Il vaut mieux, il faut qu'il retourne. Mais s'il meurt, s'il meurt, les deux, quelqu'un dirigera leur parti. Donc, moi, il ne faut pas qu'on s'amuse avec le peuple. C'est-à-dire, la volonté populaire
est parfois bafouée. Quand on est perché haut là, bon, on pense que on a tout le pouvoir, il faut exercer, on peut tuer, et sans craindre quand même le bon Dieu. C'est le bon Dieu qui donne la vie, c'est le bon Dieu qui retire la vie. Mais tirer à balles réelles sur des gens à main nue, mais ça c'est un crime. Hein? Et puis bon, de plus en plus en Afrique, c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un veut partir, il impose quelqu'un pour sauvegarder ses arrières. Hein? Donc, on ne veut pas que l'on fouille, on jette le regard sur le passé. Et puis bon, ça, c'est dommage pour l'Afrique. Patrick Abampoyon, Laurent Gbagbo a pris la parole pour la première fois depuis des années, depuis donc son arrestation en avril 2011. Cette première sortie, vous l'avez suivie, je suis sûr. Quelle est votre lecture de cette sortie-là qui, visiblement, s'est positionnée clairement par rapport à l'actualité politique en Côte d'Ivoire? L'homme a d'ailleurs dit qu'il était d'accord avec le collège de cadres qui a déposé sa candidature, donc il était candidat à ce scrutin-là, et donc qu'il appelait à un certain nombre de choses qui visiblement n'ont pas donné suite. Quelle est votre lecture de la première sortie depuis donc son incarcération et son procès à la haie de Laurent Gbagbo? Ça a été un échec. Ça a été un échec parce que le but de Laurent Gbagbo, c'était d'influencer la non-tenue du vote. C'est-à-dire, il avait le sentiment que ses collaborateurs ne savaient pas ce qu'ils pensaient. Donc, il voulait dire à ses collaborateurs, empêcher le vote. C'est ça. Mais ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que le président Alassane Ouattara a tendance à dire que c'est lui qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas lui qui a empêché les velléités de Soro et autres. C'est son premier ministre. C'est son premier ministre qui a réussi à empêcher la stratégie de chaos que Guillaume Soro voulait mettre en place. Ça veut dire qu'il y a de la compétence, même plus que lui-même, en Côte d'Ivoire. Il a de la compétence autour de lui, même plus que lui-même. Ça, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, Guillaume Soro aurait chicoté correctement le RIDP. Donc, c'est-à-dire qu'il a de la compétence. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi il ne veut pas avoir comme successeur Ahmed Bakayoko, mais je crois qu'il finira par y arriver parce que le monsieur, tout au long de son parcours, a montré sa capacité à faire preuve d'intelligence. Journaliste de profession, il a réussi à mettre de l'ordre dans la police nationale. Quand il y avait du désordre à la défense, il a réussi à mettre de l'ordre là-bas. Il a réussi à sécuriser le pays au bord du chaos. Du chaos. Et donc, il a montré ce qu'il est capable de faire. Sinon, c'est lui qui a réussi à déjouer cette sortie de Laurent Gbagbo parce que c'était un cadeau empoisonné que Laurent Gbagbo leur faisait de faire cette déclaration un peu pour dire à ses troupes, mobilisez-vous contre le vote. Mais ça n'a pas marché parce que, comme je le soupçonnais depuis un certain temps, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire est un homme suffisamment averti et capable de faire preuve d'intelligence pour neutraliser un certain nombre de velléités. Ce qui se préparait pour la Côte d'Ivoire était un chaos indescriptible. Mais il a réussi à limiter les choses dans les proportions qu'il faut. Mais il faut aller plus loin. Une chose est on dit, un bon général n'est pas celui qui livre sans bataille et gagne. Un bon général est celui qui gagne sans livrer aucune bataille. Alors qu'ils deviennent des bons généraux en gagnant sans combattre. Parce qu'en combattant, on perd toujours des plumes. Alors, selon vous, aujourd'hui, quelles doivent être les prochaines priorités, notamment en Côte d'Ivoire, selon vous, dans l'immédiat? Je crois que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui divisée. Donc, il faut nécessairement ramener la paix dans la maison. Donc, monsieur Alassane Ouattara a du pain sur la planche. Et c'est qu'il s'est présenté de façon frauduleuse à cette élection, et qu'il a dit qu'il a gagné, et maintenant validé par la France. Donc, je crois qu'il a un programme. Maintenant, il a un programme initial,
et bien, il y a encore un nouveau programme imprévu. Donc, il ne savait pas que son élection allait susciter beaucoup de polémiques. Et la Côte d'Ivoire risquait l'éclatement, la violence gratuite. Donc, il faut qu'il mette, vraiment beaucoup de tact pour ramener complètement la Côte d'Ivoire à la paix. Et puis, si les gens doivent fermer les yeux sur cette élection frauduleuse, je crois qu'après 5 ans, il n'a qu'à céder le fauteuil. Donc, il n'est pas indispensable. S'il doit faire une lecture de son parcours, il doit remercier Dieu. Alors, Patrick Abompoyon, le président ivoirien, a dit, il a supposé qu'il y avait aussi la possibilité qu'il n'aille pas, pourquoi pas au terme de son 3e mandat, et qu'il y ait d'autres accords qui lui permettront, pourquoi pas, de passer la main. C'est des choses ou des pistes à explorer, selon vous? Oui, le problème, c'est qu'il trace tout comme si c'est sa volonté seule qui passe. Et tout se discute. Mettons tout sur la table et discutons. Qu'il mette ses lignes rouges et qu'il rentre en négociation en concédant des choses. Les autres ne peuvent pas sortir chaque fois des négociations avec rien et tout pour lui. C'est pas des... C'est-à-dire que, je ne sais pas, même les syndicalistes savent négocier. Ce n'est pas un politicien qui va ne pas savoir négocier. Il a été proche de Félix Houphouët-Boigny. Il sait comment on négocie. Alors pourquoi il veut que les autres valident? C'est-à-dire qu'il parle comme si la Côte d'Ivoire, c'est sa propriété privée. Il peut rester là, tracer. Gbagbo, comment on appelle, Wade a fait ça. Il a eu la honte finalement. Que le président Ouattara évite la honte et qu'il prenne les taureaux par les cornes. Voilà qui est clair. Mot de fin, Dieudonné Lokossou? Non, il faut que la France laisse l'Afrique évoluer. Parce que ces interventions intempestives en Afrique empêchent aussi la paix, le développement. Donc moi je crois que le président Macron doit mettre de l'eau dans son vin et laisser la main libre au président africain de gouverner. Et il faut que les gens aussi respectent les tests. C'est important. Lorsqu'on viole les tests, on est élu dans des conditions calamiteuses. Ça ne rend pas service ni à la France, ni au pays. Voilà, Patrick Abompoyon, visiblement nous avons encore quelques minutes. J'aimerais avoir votre avis par rapport à la sortie du président Macron sur le terrain sécuritaire, sur le terrain du terrorisme. Il s'est positionné aussi et son avis a été contre, visiblement, la dernière réaction du régime au Mali qui a décidé de négocier donc avec les terroristes et d'obtenir la libération d'otages. Nous ne négocions pas avec les terroristes. Macron l'a répété. Ça, c'est une déclaration habituelle dans la bouche des chefs d'État. Et donc, il ne fait rien de mauvais en disant ça. La France fait beaucoup en matière de sécurité. Heureusement que les généraux français qui travaillent en Afrique ne sont pas aussi mal informés des réalités de l'Afrique que le président Macron. Donc, bref, je voudrais dire que la diplomatie silencieuse a beaucoup plus d'effet. Première chose. Deuxième chose, qu'il laisse les techniciens chargés de régler les questions en Afrique, Parce que là, je ne crois même pas Le Drian capable de dire ce qu'il a dit. Et vous avez parlé de beaucoup de pays où il a parlé. Il a osé se prononcer sur le Cameroun. Il peut beaucoup au Cameroun, mais pas en bavardant et choses là. La diplomatie silencieuse a plus d'efficacité que le bavardage qu'il a eu à faire. Et donc, j'invite le président français à prendre le dossier Afrique beaucoup plus au sérieux et comprendre que l'Afrique est capable de lui faire perdre un mandat en France. Nous avons été capables de faire perdre Donald Trump, nous sommes capables de faire perdre Macron, alors qu'il fasse attention à ce qu'il déclare. Votre lecture de la sortie de Macron sur le Sahel et le terrorisme notamment? Bon, je crois que je dois revenir sur quelque chose qui ne veut pas négocier avec les terroristes, mais il méprise l'histoire.
parce qu'en Algérie, De Gaulle a fini par capituler. Et c'est en négociant avec les Algériens. Donc, dire qu'on ne peut pas négocier, la négociation aussi, c'est une voie. Alors, avec le fusil depuis cette guerre-là, depuis 2012 ou 2013. Tout à fait. Bon, alors, quel est le progrès qui a été réalisé? Si on n'avait pas négocié, la Française là, qui c'est... Madame Pétronet. Et puis Soumaïla Cissé, on peut facilement les aiguiller. Donc, quand on négocie, on fait un peu de sacrifice. Donc, on a laissé dans la nature 200 djihadistes. Bon, la France a peut-être ses raisons. Peut-être que derrière la guerre se cachent d'autres exploitations sur le terrain. Donc, je ne sais si les armes qu'on utilise là, si c'est gratis ou bien si c'est les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés qui payent. Donc, il faut faire tourner les industries d'armes en France. Donc, sa déclaration-là, je crois que laissons ça seulement au stade de la déclaration. Ça n'arrange rien. Il faut utiliser toutes les armes qu'on a pour maîtriser une situation aussi délicate que la guerre allumée dans ces pays-là. Patrick Aman-Poyon, la négociation fait forcément partie des pistes aussi pour avoir gain de cause face au terrorisme, puisque visiblement la stratégie militaire n'a jamais pu résoudre le problème du terrorisme partout d'ailleurs. Vous savez, les Nations Unies n'ont jamais résolu une crise dans le monde. Jamais. Toutes les crises prises par les Nations Unies s'éternisent toujours. Parce qu'ils travaillent sur des postures au lieu de travailler avec les réalités du terrain. Il faut travailler avec les réalités du terrain et on gagne. Chaque crise renseigne sur la manière de gérer. Vous prenez par exemple en Côte d'Ivoire, c'est une opposition à géométrie variable. C'est plus compliqué pour le président Alassane Ouattara. Vous prenez en Guinée, c'est plus facile à gérer pour le président Alpha Condé s'il veut gérer. Il s'agit de discuter avec Cellou Dalein Diallo, qui, à mon avis, a gagné les élections plusieurs fois. Donc, bref, il faut qu'il discute avec Cellou Dalein. Vous voyez que donc, les réalités ne sont pas les mêmes. Oui. Et donc, en matière aussi, les États-Unis ont négocié avec les talibans qui ont tué des Américains en masse, comme des poulets. Ils sont en train de négocier avec eux. La France a négocié avec des gens, donc vraiment, c'est comme je l'ai dit, ça là, on ne peut pas lui reprocher, c'est le discours habituel qu'on donne officiellement et derrière la table, et puis on négocie. Et la Française là n'a pas été négociée, n'a pas été libérée sans l'avis de la France. La France était dans la négociation. Donc, on connaît, mais on respecte le fait qu'on doit avoir une posture officielle, quitte à ce que derrière la table, on fasse des choses. Mais par rapport à l'Afrique, qui revoit sa copie et qui prépare ses copies. Un élève qui ne prépare sa copie et qui va composer à l'examen, les enseignants auraient écrit sur le papier médiocre, nul, bon à rien. Je crois que nous ne sommes pas loin de ça. Voilà qui sera votre mot de fin. On ne sera pas aussi dur avec le chef de l'État français. Il a donné son avis qui visiblement a été critiqué par vous deux. Vous êtes Patrick Aman-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Merci d'avoir été des nôtres. Face à vous aujourd'hui, Dieudonné Lokossou, grand militant des droits de l'homme, syndicaliste, ancien secrétaire général de la CSA à Bénin. Merci messieurs, à très bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. Merci.